Oui, ça a réduit un peu peut-être notre réponse collective. Mhm, ouais. Au même temps, je suis assez impressionné par le fait que le public en général, quand quelqu'un apparaît sur l'écran pour dire ah, on a une famine en Afrique, par exemple, la réponse peut être extrêmement généreuse. Mhm, Euh, j'ai remarqué une fois dans une petite ville en Irlande du Nord, quelques immigrants sont arrivés d'un pays en guerre, une état de guerre et famine. Et pendant un week-end, surtout l'Église catholique a levé un fonds extraordinaire de plusieurs centaines de mille de livres sterling pendant un week-end. C'était extraordinaire, la mhm, réponse mhm. des gens. Hmm. Ouais, donc ça donne le moral. Ça fait Oui, plaisir. tout à fait. Mais c'était une ville assez éloignée de la vie habituelle de nos cités, de nos grandes villes. Peut-être c'était une réponse venue vraiment du cœur, je crois, de ces Mhm, gens. Euh, et c'est grâce probablement au fait que cet événement était assez rare dans la vie. mhm, Et mhm. les gens sont vraiment arrivés en face de affamés. Alors, ce n'était pas une image, c'était le fait que les gens étaient là, sur le port. Mhm, ouais. Ils ont répondu présent. Tout Hein. à fait, oui, Hein, exactement. répondre présent, c'est se mobiliser. Hein, ils se Hmm. sont mobilisés, ils ont répondu présent. Et des centaines de milliers de livres sterling. Donc la réponse, hein, une réponse collective féminin, une réponse collective. Et tu peux parler d'élan de solidarité, hein, qui font chaud au Hmm. cœur. Et donc Hmm. avoir tendance à, pas avoir tendance de, Ah, avoir tendance à faire quelque hmm. chose, donc accentuer quelque chose. Parfait, hein, merci beaucoup Thomas. Merci. Alors Vénus, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu pourrais qualifier le traitement médiatique des catastrophes naturelles dans ton pays? Hmm. Ah, Je tourne je un crois peu autour du sujet pour éviter de que parler trop du cœur du sujet qui peut être anxiogène. oui, oui, mais je crois que et bonjour. Et je crois que ça dépend euh, parce que en fait les situations euh, euh, les situations dont dans par rapport aux catastrophes, je crois que cette situation est devenue plutôt politique ici. Hmm. Parce que je crois que tout le monde le sait, euh, il y a un lien entre les catastrophes naturelles et le changement climatique. Hmm. Et, euh, et c'est pour ça qu'on évite de, trop, de trop parler de cette situation si on est d'un certain parti politique ici. Euh, même s'il y a quelque chose d'étonnant, euh, mais on peut euh, faire un effort de minimiser ce qui s'est passé. Euh, donc, je crois que c'est pas, euh, c'est pas quelque chose qu'on peut euh, décrire d'une manière, euh, je ne sais pas, euh, objective ici. Ah C'est un peu ouais, difficile. d'accord. En fonction de la chaîne de télé que tu vas regarder, le traitement sera très différent. Oui, c'est un peu comme la situation. Euh, euh, c'est un peu comme les vaccins ici.
l'idée de vacciner, c'est un peu politique. C'est devenu trop politique. Donc, je viens de parler de ce sujet avec un de mes patients et j'ai fait référence à- au cas de... j'ai oublié le nom. Le nom pour la maladie où il y a euh, des Ah, il y a éruptions. 2 médecins avec toi. Thomas et Magda sont médecins. Ils vont pouvoir répondre. Je connais le mot en espagnol. Bah, la varicelle? Oui, non. C'est une maladie qui a été éradiquée. Ah, la rougeole? C'est peut-être ça. La Parce rougeole, qu'il y a un oui. vaccin pour la rougeole, qui Parce peut que... être très dangereuse pour les hommes. Non, Ah, oh c'est non. c'est la petite variole. C'était Vérole. Petite éradiqué dans les variole. années Euh, 60. Avec euh, le problème pour les hommes, c'est la douleur de la gorge. Euh, euh, c'est, tu sais, il y a une grande douleur, Ah, ok. pas exactement dans la gorge, mais il y a Non, des glandes ouais, ici des qui ganglions, glandes, ganglions? des ganglions euh, peut-être, ah oui, quand tu as non, une non. infection, il y a des ganglions. Ah oui? Pour moi, ce mot est comme les neurones. Ah non, des ganglions, tu peux les sentir ici quand tu as une Oui, infection. Il y a un oui, ganglion. oui. Le problème pour les hommes, c'est une maladie qui est là, dans Ah, les ok. ganglions. Non, moi j'imaginais que tu ne pouvais plus, tu n'étais plus fertile. Il y Oui, avait c'est une ça. maladie où tu perds et Oui, tu ne peux plus avoir d'enfants. oui, c'est ça. Les C'est oreillons. Ah oui. Ou c'est les. la même maladie. Ah, ok. Mais l'autre, qui a été éradiqué, euh, Thomas, tu as dit que c'est le La petite petit variole. Oui, oui. J'étais présent en Népal en variole. 1971, je crois. Et j'ai vu peut-être une des dernières éruptions de petites variole là-bas. Non, Et donc maintenant, c'est pas ça. non, c'est pas Non, ça. non, parce que je vais le dire. Parce que la situation, je crois, ok. Je crois que Judith, tu as raison avec le nom, mais l'effet est différent. C'est la rougeole. La rougeole. Rougeole, merci, rougeole. Mais le problème avec les hommes, ça c'est quelque chose de différent. C'est les oreillons. Les oreillons, c'est ça. Voilà, c'est Oui. Les Thomas oreillons. qui avait Oui, raison. les oreillons. Mais oui, la rougeole avait été éradiquée au Canada et aux États-Unis. Mais Canada vient de perdre son état comme éradiqué. Mhm. Parce que les gens Euh, ne se vaccinent pas oui, c'est ça. suffisamment. Et, on risque de le perdre ici aux États-Unis. Et je crois que c'est presque décidé parce que tout le monde continue à s'en faire. Et je crois que peut-être ce mois ou en février, on va perdre notre état d'éradication. Mhm. Donc, personne ne veut parler des vaccins sur certains, certaines plateformes à cause Mhm. de la situation politique ici. Et c'est la même chose avec les Catastrophe catastrophes. Oui. naturelle. Parce qu'il me semble qu'en France, en tout cas, ça fait partie des vaccins obligatoires.
En tout cas, ils sont pris en charge. Cette vaccination est prise en charge à 100% remboursée par l'assurance maladie. Oui, on utilise le mot obligatoire ici, mais en effet, on peut trouver des moyens de l'éviter. Mhm, ouais. Donc, en France aussi, c'est en recrudescence. Hein, Ah donc, oui, ouais, je malgré suis tout, c'est aussi en recrudescence. Euh, je te mets le lien. Merci beaucoup, Vénus, dans le chat. Merci. Donc, c'est une catastrophe aussi, on peut dire une catastrophe sanitaire. Alors, Magda, dans ton pays, est-ce qu'on parle beaucoup de catastrophes naturelles? Peut-être pas, la Pologne est peut-être épargnée par les catastrophes naturelles. Oui, oui, c'est vrai. Heureusement, dans mon pays, il n'y a pas beaucoup de catastrophes naturelles. C'est extrêmement rare. Mais on parle naturellement parce que les journalistes, ils ont besoin d'avoir le thème gagner l'argent. Alors, on trouve, par exemple, dernièrement, nous avons une vraie hiver. Alors, tout le monde parle trop froid, parce que on n'est pas habitué à voir la température moins 5 degrés. C'est une catastrophe. Alors, tout le monde écrit, il y a les verglas, il y a du neige, Mhm. il fait froid. Euh, Alors, on peut dire, mais depuis quand il existe les réseaux sociaux, je pense on parle, on écrit trop des catastrophes. De temps en temps, il y a le système d'envoyer les SMS concernant les dangers. Alors, dernièrement, je reçois vigilance froid, etc. C'est drôle pour moi parce que je me souviens pendant mon enfance, une vraie hiver, c'était l'hiver de centenaire, on peut dire. Je pense que c'était la température -20, -25, et beaucoup de neige. Mhm. Alors c'était vraiment terrible. C'était l'année, je pense, 1973. C'était comme ça. Mhm. On a fermé les écoles pour 2 semaines. Alors nous avons eu 2 semaines plus de vacances d'hiver. Euh, Mhm. alors pour moi, c'est pas une catastrophe. Mhm. Oui, mais les gens ont perdu l'habitude, en Ouais, fait, ouais, ouais, ouais. de l'hiver. On, on ne peut pas sortir de la maison. Et c'est compliqué conduire maintenant. Pour moi, non, mais pour la majorité des gens, c'est vraiment difficile. Ouais, c'est ça, mais parce qu'ils ont plus été habitués, ils ont perdu les réflexes Ouais. qu'ils avaient, les jeunes. Donc il faut rééduquer la population au fait que l'hiver, c'est normal, il peut faire froid. Bon, pour moi, je suis très contente quand il y a hiver parce que je déteste la pluie, l'automne pendant l'hiver. J'aime beaucoup quand il fait joli, le beau temps. Alors, ouais, alors il fait beau, effectivement, on peut dire il fait beau, mais il fait joli, ou quand Il est ouais, joli, ouais. on peut pas trop dire il fait joli, mais ouais, Oui, ouais, il oui, fait oui. beau. Ouais, parfait, ouais, merci beaucoup, Magda. Merci. Donc, ça devient compliqué de conduire, et plutôt que pour 2 semaines, hein, on était resté pendant 2 semaines. Tu vois, pendant, on l'utilise tout le temps, alors que pour, on peut l'utiliser dans ce sens-là, mais uniquement quand on se projette vers l'avenir, en parlant du futur. Alors que pendant, tu peux l'utiliser tout le temps. Donc c'est mieux de se dire pendant. Donc un vrai hiver, un masculin, le danger, ER, le digramme qui forme le son et, hein, sans prononcer le R. Tu peux parler d'alerte. Hein, je reçois des alertes par SMS pour me dire attention. Oui, il y a de la neige, donc féminin, neige, de la neige. Ils ont besoin, liaison. Et donc,
on en parle, un sous-entendu des catastrophes naturelles, mais j'ai besoin de mon petit pronom en. On en parle en effet, parfois un peu trop. Ou tu peux dire on en parle à tort et à travers. À tort et à travers, ça veut dire que il raconte un peu n'importe quoi finalement, à tort et à travers. Merci beaucoup Magda. Alors James, tu es bien placé pour juger de ce traitement médiatique des catastrophes naturelles dans ton pays. Oui, mais je pense que on est tous obsédés par le temps, donc c'est pas étonnant que les journalistes s'intéressent au temps. Si on pense au sujet le plus répandu dans le monde, je pense que c'est le temps, c'est le météo. Et je pense que aussi, si quelqu'un par exemple, trouve la mort à cause du temps, est-ce qu'on doit ignorer ou est-ce qu'on doit, comme journaliste, faire le reportage? Ou si il y a un tsunami qui arrive, est-ce que on doit avertir les citoyens que c'est souvent les journalistes qui font ça et par exemple, je pense à la famine en Éthiopie dans les années 80. Il y a un reporter de BBC qui a mis la lumière sur cette famine et après un concert, le Live Aid, tout ça. Donc, je pense que c'est pas vraiment juste d'accuser les journalistes comme ça. Non, moi je Parce n'accuse pas. on n'est même pas accusé parce que il exagère. On exagère parce que dans la vie normale, on parle davantage du temps des événements météoriques. Donc, c'est normal. Météorologique. Ouais. Et en Grande-Bretagne, est-ce qu'il y a beaucoup d'événements surprenants Non, pas du tout parce que je pense que comme ma vie de reporter, je pense que deux fois il y avait un ouragan. Je sais pas si c'était un vrai ouragan dans 1987 et quand les toits des maisons ont été arrachés et c'était extraordinaire, c'était bizarre d'être à l'extérieur pendant cet événement, mais je pense que ailleurs c'est peut-être beaucoup plus normal, mais parce que c'est pas normal en Angleterre, on n'était pas du tout préparé pour un tel événement, donc et c'était bizarre parce que le vent c'était si fort que on peut pencher en arrière et ne tomber pas. C'était tous les arbres ont été arrachés. C'était mais c'était et quoi d'autre? Une autre fois j'ai fait un reportage après une tornade. Et ça, c'était bizarre parce que on trouvait une maison totalement détruite et l'autre juste à côté, pas du tout touchée. Et c'était un peu bizarre. Mais normalement, je pense que on a un climat assez doux. On n'a pas les extrêmes de météo. Mais même en France, je pense que c'est plus extrême. Dans le sud de la France, où, par exemple, on a les incendies dans les forêts. Et il faut le débroussaillage si on si on vit près de la garrigue et tout ça. Et oui, la sécheresse, le manque d'eau et tout ça. Moi, je vis à 400 mètres de la mer et de temps en temps, il faut consolider la plage pour éviter la mer
vient chez nous, mais non, c'est par rapport des autres pays, c'est rien. Mhm. Ok, donc pour éviter que la mer vienne, Mm. arrive, donc subjonctif, vienne chez nous. Mm. Donc l'érosion, le phénomène de l'érosion, très bien, le débroussaillage, il faut débroussailler. Donc le vent soufflait si fort qu'on pouvait s'appuyer dessus sans tomber. Et les toits ont été arrachés, pas on était arraché. Là, tu faisais une liaison en N. La liaison n'est pas obligatoire, mais si tu l'as fait, il faut la faire avec le T. Les toits ont été Ah, arrachés. d'accord. Les toits ont été Ont arrachés. été. Vas-y, répète. Entêtés. Parfait. Entêtés. D'accord. Impeccable. Ont été. Très bien. Donc, en Éthiopie, et donc l'adjectif météorologique. Ah, non, météorologique. Oui, c'est Voilà, là. 3 O. On Et donc, ne peut pas dire des événements météo. Météo. si, Oui, oui, si, d'accord. tu peux. Plus simple. Mais c'est moins drôle. C'est moins drôle. Et donc voilà, ils en font des caisses, ils en font des tonnes, une façon un peu familière de dire, voilà, ils exagèrent un peu outrageusement leurs propos, ils en font des caisses, ou alors des tonnes. Merci James. Alors Elke, comment tu pourrais qualifier le traitement médiatique des catastrophes naturelles dans ton pays? Je crois que c'est pas différent des autres, mais peut-être ce qu'on voit aussi sur parce que normalement c'est pas seulement les journaux ou les médias traditionnels qui sont importants, mais aussi les médias sociaux. Et là on voit il y a de la recherche dessus déjà que des catastrophes ou des informations négatives se répandent plus vite que des informations positives. Alors là, on voit évidemment, c'est aussi que c'est ça qui est peut-être plus intéressant pour les gens, ou c'est quelque chose qu'ils lisent plus, ce qui est aussi important pour les journalistes, parce que on essaye d'informer sur ce qui est intéressant pour les gens. Et oui, on les voit pas seulement avec les catastrophes naturelles, bien sûr, mais les informations négatives en général. Hmm. Et est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de voyeurisme? Oui, quand même. Je crois, on le voit quand il y a un accident, etc. Il y a tout de suite des gens avec leur 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 portable. téléphone? Oui, c'est incroyable. Hein. Normalement, on pourrait croire que c'est quelque chose qu'on veut pas voir. Oui. Mais ouais. Et d'un autre côté, est-ce que tu penses que c'est important aussi de parler de ces catastrophes naturelles pour sensibiliser une partie de la population qui pourrait justement ne pas avoir envie de voir et Ouais, qu'il faut oui, éduquer? tout à fait, mais je crois il y a une grande différence entre donner des informations aussi pour éviter euh, ou d'informer d'une façon sensationnelle sur ce qui s'est passé. Hein. Mais informer pour éviter, c'est autre chose et c'est moins sensationnel. Et, et il y a peut-être moins de gens qui liraient un article qui informe comment éviter qu'un article qui part plutôt d'une catastrophe spécifique et de ce qui s'est passé. Mais bon, chez nous, au moment, en temps d'hiver, en Autriche, ce qu'on a souvent, ce sont des avalanches et des accidents liés aux avalanches avec des randonneurs de ski. Je ne sais pas si on dit comme Ouais, ça. des skieurs ils font du ski de randonnée avec des pots de phoque et Oui, ils font du ski hors piste. du ski hors piste. Et là, on a déjà un système de stades d'alerte différents. Et j'ai écouté la radio hier où ils ont dit, parce que encore une fois, un groupe de skieurs
a été tué par une avalanche. C'était même des skieurs qui étaient en train de faire une formation. Alors, ils étaient avec un guide ou un prof. Mais quand même, et là, ils ont aussi dit, il y a évidemment, si j'ai bien compris, je crois 5 stades d'alerte. Et ça, c'était le stade 3. Et un expert a dit, c'est ça le stade qui est très dangereux parce que ça semble être au milieu, pas vraiment dangereux, et les gens sous-estiment. Parce que c'est quand même, 3, c'est pas rien en tant que stade d'alerte. Ouais, ça, c'est terrible. On peut dire, hein, c'était des skieurs chevronnés, expérimentés. Ils étaient avec un guide, mais voilà. Et pas au moment, mais en ce moment, ou alors pour le Encore moment. une fois, je suis tellement désolée que tu dois te corriger toujours la même chose. Non mais j'ai pas grand-chose à corriger, Elke. Alors je te rassure, hein, c'est pas grave. Donc en ce moment, En ce moment. en ce moment en Autriche, c'est plutôt les avalanches. Et c'était parfait. Donc le voyeurisme, hein, tendance à se repaître de la souffrance et des malheurs d'autrui. C'était parfait. Merci, Elke. Merci. Alors, Thomas, est-ce que dans ton pays, en Bretagne ou en Angleterre, est-ce que tu as entendu parler, est-ce que tu connais des survivalistes, des gens qui font partie Oui. de cette mouvance et qui se préparent à la prochaine catastrophe? Ah oui. Est-ce que tu penses qu'ils ont raison? Est-ce qu'il y a du bon, du mauvais? Qu'est-ce que tu penses de cette tendance? Je dois avouer que pendant plusieurs ans, j'ai eu un compteur Geiger chez moi. Parce que il y a toujours un certain risque, surtout en Bretagne, que un centrale nucléaire peut éclater ou un stockage de produits de fission, comme on trouve à Cap de Flambay en Normandie. Et si le vent était dans une mauvaise direction, il faut, dans une certaine façon, éviter le nuage radioactif. Et il me semble raisonnable d'être en position d'un compteur Geiger. Alors, ouais, en français, on dirait un compteur Gégère. Vraiment? Gégère. Ah bon, ok, bon. Gégère, merci. Prononciation à la française, Oui, bon. je ne sais pas d'où ça vient, Gégère. C'est intéressant ça. Oui. Et allemand, ça a été mis au point par des Allemands ou des Hans, alors ça doit se prononcer encore différemment, mais oui, oui. du coup, si c'est allemand ou autrichien, mais en français, j'ai toujours entendu dire Gégère. Gégère, très bien, merci. Mais en général, je ne crois pas que le mouvement survivaliste est aussi poussé en Angleterre ou en France qu'aux États-Unis, où c'est vraiment une sorte d'élément de la culture aux États-Unis, l'idée d'un désastre. Quand il y a cette idée il y a un grand pays plein de dangers et tout ça. C'est plutôt la psychologie de masse la plupart des Américains d'avoir cette idée qu'il faut être préparé. Et bien sûr, c'est raisonnable d'avoir certaines préparations. C'est vrai que pendant le Covid, j'ai installé quelques boîtes de conserve et tout ça dans la maison pour au cas où. Et il reste là, les caisses de boîtes de conserve restent là encore. Il faut les jeter quelque part dans les Oui, il faut les consommer, renouveler les stocks. Tout à fait. Quand j'ai passé quelques années en Chypre, où tout le monde a une sorte de sac dans le cagibi, qui contient un sac à couchage, une torche, quelques portions de nourriture, parce que les tremblements de terre et autres menaces moins naturelles que les tremblements de terre étaient un danger. Alors on était toujours préparé avec ce sac. On peut simplement prendre le sac et on peut passer quelques journées dans une relative sécurité. Mais en général, les tremblements de terre en Chypre ne sont pas très forts. Ils sont, pendant 20 ans en Chypre, j'ai
éprouvé seulement un tremblement de terre et c'était comme un grand chien à ôter au canapé. Et les tables sur les murs se sont déplacées un petit peu. Ouais. Et c'était comme ça, boum. Et on s'en est rendu compte, on s'est rendu compte que c'était un tremblement de terre qui est passé. Mais il n'y a pas eu de dégâts matériels, pas de pertes humaines. Non, non, non. Mhm. J'ai vu Etna en état de l'éruption une fois, et c'est tellement intéressant ça, parce que en dessous, l'air dans la cité de Catania était maussade. Tout le monde était un peu déprimé. Et il y a cette ambiance de colère, vraiment. Et on peut voir la route qui amène de la cathédrale jusqu'à Etna en haut. Et il y avait cette sensation la vie était tellement liée à la condition d'Etna. Même l'aéroport était, il y avait une sorte de couche de scorie, de poussière sur l'aéroport. C'était fascinant. Et une fois c'était fini, tout le monde s'est rentré dans l'esprit aimable. Mais pendant quelques jours, c'était un peu maussade. Mhm. Je peux comprendre. Mhm. On est moins en maîtrise, hein, doit se sentir tout petit Oui, face tout à avec fait. Et c'est extraordinaire que la cité, c'est une énorme cité. Catania, c'est extraordinaire que les gens restent là. Peuvent ignorer l'existence de cet Mhm. énorme volcan, aux alentours de la cité. C'est extraordinaire, Ouais. Et à donc, mon avis. ignorer, Ignorer, ignorer. ignorer. Hein, donc jusqu'à l'Etna, et tu peux dire, hein, j'ai vécu un tremblement de terre, j'ai vécu un moment compliqué, et à Chypre, Ah, Chypre, oui, oui. voilà, Pardon. avec la préposition à, et donc stocker de la nourriture, renouveler le stock. La mauvaise direction, si le vent souffle dans la mauvaise direction, féminin, Hmm. et donc un accident nucléaire, et donc pendant plusieurs années, hein, durée imprécise, donc plutôt le mot année. Merci Thomas. Alors Merci. Vénus, toi qui habites aux États-Unis, est-ce que tu connais des gens qui font partie de cette mouvance, qui sont survivalistes? Et est-ce que tu penses que c'est une réponse appropriée aux défis actuels? Hum, moi, je crois que je connais plusieurs personnes comme ça parce que j'habite un état où euh, cette idée est assez commune, cette préoccupation est assez commune. Commune, préoccupation, idée, parfait. Et oui, j'ai plusieurs patients qui parlent de la nécessité de cette préparation. Mais je crois que les personnes qui sont vraiment comme saisies par cette urgence ont déjà disparu. Ils sont perdus quelque part dans les montagnes. On ne peut pas les trouver en Tu veux moins dire qu'ils font pas les choses à moitié? Quand ils commencent avec cette idée-là, ils disparaissent de la société. Oui, Ils vivent c'est en comme ça. marge. Ouais. Oui, mais de temps en temps, on va regarder quelque chose sur la télé quand il y a un problème et il y a un conflit. On va parler d'une personne armée qui, qui a essayé de faire quelque chose d'étrange, peut-être garder un enfant qui n'est pas le sien, ou quelque chose comme ça. On va voir
un conflit avec les policiers et on va deviner un peu plus de sa vie en cachette dans les montagnes quelque part. Je crois que c'est comme ça. Oui. Et est-ce que tu as entendu parler de gens qui se faisaient construire des bunkers? Parce que Thomas, il a son compteur Gégère, mais ça va pas lui servir à grand-chose s'il n'a pas de bunker. Oui, oui, c'est vrai. Je crois que beaucoup de personnes avec ces idées aimeraient le faire, mais ça coûte cher. Donc, c'est pas possible. On peut rêver de faire quelque chose comme ça. Mais la réalité, c'est que normalement, on ne peut pas le faire. C'est réservé à une élite. Oui, pour les personnes qui sont vraiment très, très préparées, mais il y a aussi le problème où on trouve quel est le mot, la pauvreté? La pauvreté souvent accompagne souvent ces idées. Donc, je crois que normalement, c'est pas possible à cause de ça. D'accord. Tu veux dire que les gens qui sont survivalistes sont plutôt des gens de classe défavorisés, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre en œuvre tout ce qu'ils Oui, voudraient faire. oui, je pense que ça serait quelque chose de rare d'avoir quelqu'un qui est peut-être plus riche, plus dans une classe sociale plus élevée, Cultivé. cultivée. Je crois qu'on ne trouve pas les survivalistes dans cette classe-là. Et en fait, j'avais pas pensé de l'idée parce que c'est pas quelque chose de commun ici. Donc, je n'avais pas pensé à cette idée, penser à quelque chose, Oui, à merci. cette idée avant. Parfait. Alors, tu peux enlever un enfant, un enlèvement. Enfin, non, on ne peut pas, mais Ok. garder un enfant, enlever un enfant. Et donc, être armé jusqu'aux dents. Quand tu es armé jusqu'aux dents, c'est que tu es très armé, tu as beaucoup d'armes. Et parfait. Donc, une idée commune. Cette idée n'est pas commune. Ouais. Merci beaucoup à toi. Merci. Alors, Magda, est-ce qu'en Pologne, il y a des survivalistes? Je pense oui, mais nous avons maintenant la guerre juste à la frontière. Alors, on parle beaucoup, par exemple, excusez-moi, mon chat. Non, il est trop mignon. Depuis tout à l'heure, Oui. on voit qu'il n'a pas envie que tu parles français. Elle m'ennuie parce que je te dégarde, je pense, c'est ça. Je Tu lui suis as manqué. revenue, oui, je suis revenue cet après-midi, alors elle a un problème. Mais revenons à nos moutons, on parle beaucoup de nécessité d'avoir le sac d'eau de sécurité avec les objets utiles, la nourriture, etc. Et moi, un petit peu, je préfère ne pas penser de ça. Je suis un petit peu comme une autruche. Je cache ma tête dans la sable, dans le sable. Mais c'est raisonnable. Parmi mes amis, je ne connais pas les survivalistes, mais moi, et avant mon voyage à Côte d'Ivoire, où je fais la mission médicale, je suivis les cours de survival.
C'était vraiment, vraiment terrible parce que nous avons construit la maison de rien au milieu de rien. Nous avons fait le filtre d'eau. Nous avons connu un arme. Nous avons tiré un petit peu. On nous a préparé pour attentat de quelqu'un. Alors c'était drôle, mais je suis survécu cette cour. Waouh, donc tu as découvert le maniement des armes, on peut dire hein, le maniement, c'est-à-dire comment on va manier une Ah ouais. arme. Oui, C'est oui. incroyable. Mais en fait, tu es très très prête alors, Magda. Je pense non parce que je t'ai oublié. Je me souviens seulement quand quelqu'un m'attaque, il faut crier, Je me souviens seulement ça. Ok. Mais tu saurais, par rapport à l'eau, tu sais comment fabriquer un filtre à eau? Oui. Et aussi, on doit ramasser les petits objets, les petites pierres. Je ne sais pas comment dire en français, mais les petits objets qu'on peut trouver, par exemple, dans la forêt. Ouais. Alors des cailloux, Des cailloux, oui, des cailloux, des petites plantes, et les sables. Ah, ok. Pour filtrer l'eau. Bah dis donc, tu m'impressionnes, Magda. S'il se passe quelque chose, je viens chez toi en Pologne pour survivre. Je t'invite. Donc un cours de survie, hein, la survie. Alors, est-ce que tu emmènerais ton chat si tu devais partir précipitamment de chez toi? Pardon? Est-ce que tu emmènerais ton chat si tu devais partir de chez toi précipitamment? Hein, tu as 5 minutes pour partir de chez toi. Alors, Ah est-ce ouais. que tu prends ton chat? Oui, je pense oui, mais je ne suis pas bien préparée parce que je n'ai pas les objets de voyage pour mon chat. Ben oui, non, il faut penser à tout. Hein. Seulement Donc, pour partir chez vétérinaire. mhm. Donc, je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Je pense Parce que que oui. non. Ouais. Je crois que. Hein, j'ai besoin de mon petit que. Et, et très bien. Donc, le maniement des armes. Donc, en Côte d'Ivoire. Et je fais l'autruche. Très bien. Je préfère ne pas penser à ça. Hein, penser à quelque chose. Et tu peux dire oui, la guerre est à notre porte. Hein, donc, elle est tout près de chez toi. Merci beaucoup. Alors, James, est-ce que tu as pris connaissance de cette information comme quoi l'Union européenne, ah oui, mais alors tu vas me dire que tu fais plus partie de l'Union européenne, préconise à tous ses citoyens d'avoir un kit de survie à domicile. Alors, est-ce que tu as commencé à réfléchir à ton sac? Non, je suis, si un événement catastrophique arriverait, je serais nul par équipé de tout. Mais je viens de faire une petite recherche sur l'internet et je vois qu'il y a beaucoup de week-ends survivalistes. Ben, tu vois, rien n'est perdu pour ton anniversaire. Oui. Fais-toi offrir un week-end. Il coûte assez cher et je pense que c'est le cible pour ceux qui offrent cette sorte de vacances, c'est les bourgeois qui travaillent dans les cités pendant toute la semaine et qui veulent échapper dans les forêts avec rien. Ça m'attire pas du tout, mais c'est intéressant que c'est un truc que je ne me suis rendu pas compte, mais c'est ça. Ouais. Alors, je ne m'en rendais pas compte, mais ton fils serait peut-être intéressé. Oui, peut-être. Mais c'est vrai que quand on était
fait du camping en famille, je reste toujours chez moi à la maison et je laisse les autres pour aller Ah oui, j'aime bien ta le phrase parce que camping. Oui, oui, quand on allait faire du camping en famille, je n'y allais pas, en oui, fait. c'est ça. Ouais. Mais alors, est-ce que tu as tendance à stocker un peu de nourriture au cas où? Est-ce que tu aurais Non. un lieu Non, où tu pardon, pourrais... mais j'ai un ami qui fait ça. Il a tout un garage plein de choses en vrac. Et si on a besoin de quelque chose, je Tu vais iras chez l'acheter. lui? Oui, Bah, tu seras peut-être pas le premier. Il faudra peut-être jouer des coudes pour... oui, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand il y a une pénurie de quelque chose dans le supermarché, tout le monde vend et, et acheter beaucoup de choses. Je pense que de temps en temps, il y a euh, une limite euh, les supermarchés doivent mettre une limite parce que sinon tout le monde, je sais pas si c'est une pénurie de je sais, papier de toilette ou quelque chose comme ça. Mhm. Il y a ceux qui achètent euh, autant qu'ils peuvent. Mhm. Mais moi, on a rien, on a juste assez de nourriture pour quelques jours, c'est tout. Mhm. Et alors, si tu devais partir précipitamment de chez toi, qu'est-ce que tu emmènerais comme objet? Je sais pas, mon portable, mon passeport, peut-être mes enfants, oui. Peut-être pas. Heureusement, ils ne sont plus chez toi. Oui. Ah ouais. Ok, parfait. Merci beaucoup, James. Donc, oui, si un événement arrivait, imparfait, je serais nul, conditionnel, hein. Si plus imparfait suivi du conditionnel. Donc, je ne m'en rendais pas compte, imparfait. Et quand on allait faire du camping, et il y a une pénurie au supermarché, et donc tout le monde, on conjugue avec le singulier, tout le D'accord, monde va. oui, Merci à toi. merci. Alors, Elke, as-tu préparé ton sac de résilience ou sac de survie? Non. J'ai quelques boîtes de conserve. Je pourrais m'alimenter pendant quelques jours. Je suis assez sûre. Mais je les fais pas consciemment. Euh, Mhm. mais oui, Et c'est qu'est-ce que aussi tu penses, ouais, qu'est-ce que tu penses de cette information? Est-ce que tu penses que c'est un peu anxiogène ou... Non, je crois, non, je crois en fait c'est une bonne idée, pas seulement concernant les catastrophes naturelles, mais des cyberattaques par exemple. Si on a un blackout, c'est aussi souvent dans les médias. Ça serait bien de pouvoir au moins s'alimenter pendant quelques jours Mhm. sans qu'on doive aller à un supermarché qui est pas ouvert dans un tel cas. Mhm. Alors oui, c'est une bonne idée. Bon, au niveau européen, oui, c'est une recommandation. Euh, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait consciemment, mais je crois, pour quelques jours, ça doit aller. Mhm. Et toi, tu as des amis dans ton entourage qui sont survivalistes? Non, non, pas du tout. Non. Ouais. T'as jamais entendu parler de gens particulièrement impliqués dans cette préparation, le fait de devoir se préparer à... Non, 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 ça pas. J'ai quelques connaissances de gens qui sont peut-être proches de la nature en général. Mhm. Mais c'est autre chose, je suppose, et qui euh, pourrait être dans autosuffisant, peut-être, jusqu'à un Mhm. certain degré, mais plutôt, c'est plutôt un choix de vivre, Mhm. Ouais, un choix de vie, un mode de vie. un mode de vie, ouais.
Oui, et des écologistes qui cherchent, voilà, donc un mode de vie, un choix de vie. Et toi, si tu devais partir précipitamment de chez toi, à ton avis, quels objets est-ce qu'il faudrait que tu prennes? Je crois, moi, je prendrais mon passeport, mes documents, parce que je l'ai dans un lieu. Alors ça- ça- avec cela, je serai vite. Je pourrais faire ça vite. Et mon portable. Je crois que c'est ça. Si c'est très urgent, c'est tout ce que je prends et je m'en vais. Mhm. Pour les objets. Pour les personnes, je prendrai aussi mon copain. Ouais, ouais. On est plus fort à plusieurs, c'est sûr. Ouais, parfait, donc je serai rapide, impeccable, hein, mes papiers d'identité. Et tu peux dire, oui, le temps que la situation se rétablisse, il vaut mieux avoir un peu de stock de nourriture. Donc je crois que c'est une bonne idée. Parfait. Alors il nous reste un peu de temps. Thomas, qu'est-ce que tu veux rajouter? Il y a plein de questions que je n'ai pas posées. Alors sens-toi libre d'aborder les causes des catastrophes naturelles, les conséquences, les systèmes d'alerte. On n'a pas parlé de beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Je veux rajouter que il n'est pas nécessaire forcément d'avoir un abri pour bénéficier d'un commentaire GIGR. Voilà les raisons. C'est pas très bien fait ça. Ah si, si, on le voit, c'est un très joli Oui. graphique. OK. Ah oui, Je vais le passer vent. sur mais vous avez, par exemple, aussi le centre nucléaire de Flamanville où les installations nucléaires à Brest commencent à fuite. Il faut regarder le vent et on peut prendre le chat et la famille dans la voiture et aller à côté ou dans Là où une le vent direction ne souffle pas. pour éviter ça. Alors, c'est assez raisonnable. Ah ouais, ils ne coûtent pas cher. C'est assez raisonnable si on habite dans les régions où il y a des centres nucléaires, le stockage des produits fusionnables, Mais est-ce que d'avoir un compteur giga. ah oui, parce que ça veut dire que tu fais pas forcément confiance aux autorités pour communiquer les chiffres à la population, les Oh mesures. non, pas dans une situation comme ça. C'est impossible, effectivement. On sait, bien sûr, les autorités vont communiquer l'idée qu'on a eu un désastre, un incendie ou un tremblement de terre ou quelque chose comme ça, mais la direction du vent, c'est très variable. Il faut être dans une position de mesurer tout ça, placer le chat, le chien, la famille dans la voiture, et Se mettre à l'abri. exactement, aller dans une direction, angle droite du vent ou plus aigu, pour être dans une position avant le vent qui porte Mhm. les Ouais, je comprends particules. l'idée. Oui, oui, c'est vraiment une idée très simple, mais il faut reconnaître qu'en France, 72% de l'électricité vient des centrales nucléaires. Il y en a beaucoup dans le pays. Oui, mais rassure-toi, Thomas, il y a eu la catastrophe de Tchernobyl et Oui. on nous a tous dit que la France, hein, ça n'était pas passé sur la France. Donc nous sommes rassurés. La France a une paroi qui la protège quelque part. Les Ah oui, autorités c'est nous bien ont sûr toujours dit français. que Tout on avait oui. été à l'abri. Donc Oui. rassure-toi. On a jamais un risque en France. Très bien. Merci. Merci beaucoup à toi. Alors Vénus, qu'est-ce que tu veux rajouter sur les catastrophes nucléaires? Bah non, pas les catastrophes nucléaires, naturelles. Tout d'abord, j'ai appris beaucoup de mots de vocabulaire aujourd'hui. Mais par rapport aux catastrophes, l'année dernière, je suis partie en croisière avec ma maman et, et salut. Et on a vu, on a vu une comédie musicale du Magicien d'Oz. Oui. Euh, et où on a
comme recréer à l'expérience d'être dans une tornade pour tout le monde. Et c'était assez intéressant, je crois, d'avoir Tu ressentais, tu avais les sensations comme si tu oui, étais au cœur de la tornade. oui, la star de la production a volé au-dessus des spectateurs avec le vent qui était assez fort, créé par Mhm. les grands ventilateurs. Euh, Des et ventilateurs. on a vu, oui, ventilateur, oui, Ouais. et on a vu des objets qui tournaient en rond autour de nous en utilisant des vrais objets et aussi de vrais objets et aussi des images. C'était toute une expérience. Je pouvais sentir ou au moins imaginer d'expérience avec la maison enlevée Ah oui, euh, ouais, ouais. Les et, maisons. qui Alors, tournait avec nous. alors tu me fais penser effectivement à une attraction que je ne connais pas, au Futuroscope. Donc le Futuroscope, c'est un parc d'attractions au milieu de la France, vers Poitiers, et il y a une attraction qui s'appelle Chasseur de tornades. Et j'imagine que c'est un peu semblable à ce que tu décris, et Oui, les gens doivent ressentir un peu ce qui se passe quand tu es au cœur d'une tornade. oui, Super, merci beaucoup, merci. Vénus. Alors Magda, on t'écoute. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Seulement pendant mon séjour en Guadeloupe, j'étais en Guadeloupe pendant la saison de pluie. C'était très intéressant pour moi parce que chaque jour, je recevais les alertes, vigilance jaune, vigilance orange, vigilance rouge. C'était étonnant pour moi. Mais une fois, toute équipe de garde était emprisonnée pendant 3 jours dans l'hôpital à cause des fortes pluies, de vigilance rouge. Parce que quand on a en Guadeloupe alerte de vigilance rouge, on ne peut pas sortir de la maison sauf le service médical Mhm. ou les services qui ne peuvent pas rester à la maison. Ouais, ouais, les véhicules d'urgence, oui, ça doit être impressionnant quand même. Donc, vous avez été bloqué, Oui, prisonnier oui, oui, à parce qu'en l'hôpital. Pologne, ça n'existe pas. Ouais, 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 bien sûr. Merci beaucoup, Magda, c'est intéressant. Merci. Alors, James, qu'est-ce que tu veux rajouter? Je peux conseiller un film américain qui s'appelle Deliverance. C'est très amusant. Le sujet, c'est un groupe d'hommes d'affaires qui décident d'aller dans une région sauvage, comme un week-end survivaliste, mais ils rencontrent les vrais sauvages qui les attaquaient et tout ça. Et c'est assez amusant si on a un goût pour quelque chose comme ça. Ah ouais, Boorman, John Boorman, non? Oui, c'est C'est un ça, vieux c'est ça, film. Ouais, c'est ouais. ça, oui, Ouais, je crois bien, que c'est un bien peu joué, oui, violent. Un Deliverance. peu violent, peut-être. Merci, James. Elke, on t'écoute. Ben, je crois pour moi, le message principal est, c'est bien de s'informer, d'avoir un kit. Merci pour cette information. Mais de ne pas peut-être trop se pencher sur ce sujet pour ne pas avoir peur tout le temps, quoi. Ouais, garder son sang-froid, ne pas paniquer et se sentir prêt. Hein, pourquoi pas, Mhm. tu as raison, hein, se préparer pour euh, voilà, être prêt à toute éventualité. Eh ben, merci beaucoup pour vos témoignages à tous. C'était très intéressant. Je vous souhaite une très bonne semaine dans l'académie et vous pouvez
restez avec nous si vous le souhaitez. Alors Thomas, tu as eu le temps de faire un dessin. Oui, tout à fait. Pour expliquer pourquoi c'est raisonnable d'avoir un compteur Gigère. Ah oui, non, mais Oui. je te fais confiance, hein, je te fais confiance. Bravo à toi, tu es rapide hein, dans le dessin, à manier et le crayon et la souris. Bravo. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez parce qu'on va commencer un atelier lecture. On lit, voilà, les ganglions, les oreillons. Oh, Ah oui, c'est aussi à l'intérieur, d'accord. J'ai appris pourquoi j'avais l'idée de Les glion. ganglions étaient un truc de cellules. Ah oui, Mais- C'est à cause de l'apparence. Donc, il y a deux formes, deux genres de de ganglions. ganglions. oui. Les ganglions ici, c'est les lymph nodes, Venus lymph nodes. Oui, Et c'est ça aussi fait Ok. référence Oui, oui. au nerf, Oui, exactement. à cause des ronflements. Oui. Des ronflements. Hmm. Bon, moi aussi, j'ai appris des choses, hein. Grâce à vous, merci beaucoup. Merci. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour l'atelier lecture. Donc, vous avez vu l'atelier lecture, on a fini par se mettre d'accord entre profs. Donc, on continue, hein, bien évidemment, notre lecture du mystère de la chambre jaune, mais pour accélérer un peu les choses, on va lire davantage de pages, ce qui va raccourcir le délai avant le prochain livre. Donc là, on va terminer au mois de février le mystère de la chambre jaune, donc on n'aura pas le temps de lire toutes les pages ensemble. Donc à la fin, vous aurez un certain nombre de pages à lire et on pourra commencer la semaine prochaine. Je pourrais vous interroger, éclaircir certains passages qui sont compliqués, que vous n'auriez pas compris éventuellement, et on va continuer donc comme ça la lecture. Donc vous vous souvenez, on en est au moment où l'ami de Rouletabille est revenu avec ses pistolets pour rejoindre Rouletabille. Il lui a expliqué tout ce qui s'était passé en son absence. Et donc, on les rejoint tous les deux. Donc, je vous partage mon écran. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez lire et on explique ensemble le vocabulaire. Alors, Vénus, est-ce que tu peux commencer pour nous? On va reprendre ici. Oui, merci. L'événement de la galerie inexplicable était survenu dans la nuit du 29 au 30 octobre, c'est-à-dire 3 jours avant mon retour au château, puisque nous étions le 2 novembre. C'est donc le 2 novembre que je reviens au Glandier, appelé par la dépêche de mon ami et apportant les revolvers. Je suis dans la chambre de Rouletabille. Il vient de terminer son récit. Pendant qu'il parlait, il n'avait pas cessé de caresser la convexité des verres du binocle qu'il avait trouvé sur le guéridon, et je comprenais, à la joie qu'il prenait à manipuler ces verres de presbyte, que ceci devait constituer une de ces marques sensibles destinées à entrer dans le cercle tracé par le bon bout de sa raison. Cette façon bizarre, unique, qu'il avait de s'exprimer en usant de termes merveilleusement adéquats à sa pensée ne me surprenait plus. Mais souvent, il fallait connaître sa pensée pour comprendre les termes, et ce n'était pas toujours facile que de pénétrer la pensée de Joseph Rouletabille. La pensée de cet enfant était une des choses les plus curieuses que j'avais jamais eu à observer. Rouletabille se promenait dans la vie avec cette pensée, sans se douter de l'étonnement, disons le mot, de l'ahurissement qu'il rencontrait sur son chemin. Les gens tournaient la tête vers cette pensée, la regardaient passer, s'éloigner, comme on s'arrête pour considérer plus longtemps une silhouette originale que l'on a croisée sur sa route. Et comme on se dit, d'où vient-il, celui-là? Où va-t-il?
on se disait, d'où vient la pensée de Joseph Rouletabille et où va-t-elle? J'ai avoué qu'il ne se doutait point de la couleur originale de sa pensée. Aussi ne le gênait-elle nullement pour se promener comme tout le monde dans la vie. Parfait. Donc là, c'est un peu complexe. En fait, ici, il veut dire que Rouletabille n'a pas conscience d'avoir un point de vue un peu original sur les choses. Mais les autres, hein, quand on le regarde, on est parfois ahuri. L'ahurissement, hein, tu l'as très bien prononcé. Donc l'ahurissement, c'est un nom masculin, l'état de quelqu'un qui est ahuri, effaré, stupéfait. Parce que Rouletabille est quelqu'un d'un peu original, hein, qui raisonne vite, bien. Alors ici, on parle des verres du binocle. Donc en fait, autrefois, c'est le nom des lunettes, hein. Aujourd'hui, on dirait il a des lunettes. Et la convexité, c'est en fait la courbure du verre des binocles. Hein, courbure, l'état, la forme d'un corps convexe, la convexité. Et donc, les verres de presbyte, donc quand on a des lunettes, c'est soit parce qu'on est myope, soit on peut être presbyte. Enfin voilà, il y a plusieurs difficultés. Le presbyte, c'est celui qui ne peut pas lire de près. Hein, le myope, c'est celui qui ne peut pas lire de loin, enfin qui ne peut pas voir de loin. Donc, presbyte, c'est à la fois adjectif et nom. Hein, et on parle de la presbytie, être presbyte. Est-ce que tu as des questions, Vénus? Non, merci. Parfait, merci à toi. Martine, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Oui, oui. Bonjour. De même, un individu qui ne se doute point de sa mise excentrique est-il tout à fait à son aise, quel que soit le milieu qu'il traverse. C'est donc avec une simplicité naturelle que cet enfant est responsable de son cerveau supernaturel exprimer des choses formidables par la logique raccourcie, tellement raccourcie que nous n'en pouvions, nous autres, comprendre la forme qu'autant qu'à nos yeux émerveillés. Il voulait bien la détendre et la présenter de face dans sa position normale. Joseph Rouletabille me demanda ce que je pensais du récit qu'il venait de me faire. Je lui répondis que sa question m'embarrassait fort, à quoi il me répliqua d'essayer à mon tour de prendre ma raison par le bon bout. Eh bien, fils-je, il me semble que le point de départ de mon raisonnement doit être celui-ci. Il ne fait point de doute que l'assassin que vous poursuiviez a été à un moment de cette poursuite dans la galerie. Et je m'arrêtai. En parlant si bien, s'exclama-t-il, vous ne devriez point être arrêté si tôt. Voyons, un petit effort. Ouais, là, on va faire la liaison, tu vois, un petit effort. Un petit effort. Je vais essayer. Du moment où il était dans la galerie et où il en a disparu, alors qu'il n'a pu passer ni par une porte, ni par une fenêtre. Il faut qu'il se soit échappé par une autre ouverture. Joseph Rouletabille me considéra avec pitié, sourit négligemment et n'hésita pas plus longtemps à me confier que je raisonnais toujours comme une savate. Merci beaucoup, Martine. Merci. Donc, raisonner comme une savate, c'est raisonner avec ses pieds. Hein, les savates, ce sont les chaussons
qu'on peut enfiler quand on rentre chez soi. Donc voilà, il a toujours rien compris, son ami, comme une savate. Je voulais juste revenir sur point de doute, le doute, et donc il fallait bien prononcer le T final. Ah, je sais plus où c'était, point de doute. Oh, oui, je sais pas. Voilà, ici, tu vois, Oui. point de doute. Doute, Point de doute. impeccable, en prononçant bien ici. Et donc, mes yeux, à nos yeux émerveillés. Nos À nos yeux. yeux Très bien. émerveillés. Impeccable. Bravo, Martine, c'était Merci. parfait. Est-ce que tu as des questions sur cette partie? Je ne, je ne pense pas, non. Alors ici, on avait mise, la mise excentrique, ça veut dire qu'en fait, il s'habillait. La mise, c'est la façon de s'habiller, de se vêtir. Donc il s'habillait de façon un peu originale aussi, Rouletabille. Ah, oui. Oui. Il avait des habits excentriques. Merci Vénus pour la définition. Parfait, merci Martine. Alors Merci. Eduardo, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Bonjour, oui. Que dis-je? Comme une savate. Vous raisonnez comme Frédéric Larsan, car Joseph Rouletabille passait par des périodes alternatives d'admiration et de dédain pour Frédéric Larsan. Tantôt il s'écriait, il est vraiment fort, tantôt il gémissait, quel brute. Selon que, et je l'avais bien remarqué, selon que les découvertes de Frédéric Larsan venaient corroborer son raisonnement à lui, auquel le contredisait. C'était un des petits côtés du noble caractère de cet enfant étrange. Nous nous étions levés et il m'entraîna dans le parc. Comme nous nous trouvions dans la cour d'honneur, nous dirigeant vers la sortie, un bruit de volets rejetés contre le mur nous fit tourner la tête, et nous vîmes au premier étage de l'aile gauche du château, à la fenêtre, une figure écarlate et entièrement rasée que je ne connaissais point. « Tiens !» murmura Rouletabille, « Arthur Rance. » Il baissa la tête, hâta sa marche, et je l'entendis qui disait entre ses dents. Il était donc cette nuit au château? Qu'est-il venu y faire? Quand nous fûmes assez éloignés du château, je lui demandai qui était cet Arthur Rance et comment il l'avait connu. Alors il me rappela son récit du matin même, me faisant souvenir que M. Arthur Rance était cet Américain de Philadelphie avec qui il avait si copieusement trinqué à la réception de l'Élysée. Mais ne devait-il point quitter la France presque immédiatement? Demandai-je. Sans doute. Aussi, vous me voyez tout étonné de le trouver encore, non seulement en France, mais surtout au Glandier. Il n'est point arrivé ce matin. Il n'est point arrivé cette nuit. Il sera donc arrivé avant dîner et je ne l'ai point vu. Comment se fait-il que les concierges ne m'aient point averti? Oui, on se pose la question. Merci beaucoup, Eduardo. Bravo pour la ponctuation, l'intonation, c'est parfait. Est-ce que tu as des questions? Moi, j'avais juste noté, c'était très léger au premier étage. Tu vois, en faisant... c'était où? Voilà, ici. Et nous vîmes au premier étage, donc on est obligé de faire la liaison, puisque l'adjectif est devant le nom, mais voilà, elle est très légère. Et c'était impeccable, bravo à toi. As-tu des questions? Non, je n'ai pas de questions.
Alors, merci Vénus, hein, j'avais noté effectivement corroborer quelque chose. Donc, c'est venir confirmer, appuyer, hein, renforcer une opinion, une hypothèse élaborée par quelqu'un. Et donc, on vient apporter, hein, son soutien à cette hypothèse, corroborer quelque chose. Alors, Gisèle, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Oui, ma chérie, on est où? Ah, voilà. Ok. J'ai fait remarquer à mon ami qu'à propos des concierges, il ne m'avait point encore dit comment il y était pris pour le faire mettre en liberté. Nous approchions justement de la loge sur le seuil. Le père et la mère Bernier nous regardaient venir. Un bon sourire éclairait leur face prospère. Ils semblaient n'avoir gardé aucun mauvais souvenir de leur détention préventive. Mon jeune ami leur demanda à quelle heure était arrivé Arthur Hans. Ils lui répondirent qu'ils ignoraient que M. Arthur fût au château. Il avait dû s'y présenter dans la soirée de la veille. Mais il n'avait pas eu à lui ouvrir la grille, attendu que M. Arthur Hans, qui était, paraît-il, un grand marcheur, et qui ne voulait point qu'on allât le chercher en voiture, avait coutume de descendre à la gare du petit bourg de Saint-Michel. De là, il s'acheminait à travers la forêt jusqu'au château. Il arrivait au parc par la grotte de Saint-Geneviève, descendait dans cette grotte, enjambait un petit grillage et se trouvait dans le parc. À mesure que les concierges parlaient, je voyais les visages des Rouletabille s'assombrir, manifester un certain mécontentement et à ne point douter. Un mécontentement contre lui-même. Évidemment, il était un peu vexé qu'ayant tant travaillé sur place, ayant étudié les êtres et les choses du Glandier avec un soin méticuleux, il en fut encore à apprendre que Arthur Hans avait coutume de venir au château. Morose, il demanda des explications. Vous dites que M. Arthur Hans a coutume de venir au château, mais quand y est-il donc venu pour le dernier fois? Nous ne saurions vous dire exactement, répondit M. Bernier. C'était le nom du concierge, attendu que nous ne pouvions rien savoir pendant qu'on nous tenait en prison. Et puis, parce que si ce monsieur, quand il vient au château, ne passe par notre grille, il n'y passe pas non plus quand il le quitte. Ouais, parfait. Donc effectivement, avec quand, hein, tu l'as très bien fait, quand il le quitte, quand y est-il donc venu? Hein, parfait, quand y est-il donc? Oui, voilà, ça c'est pas facile. Quand y est-il? Quand y est, ok. Merci. Merci Gisèle, hein, c'était impeccable. Et donc Arthur Rance, effectivement, on ne sait pas trop comment prononcer, hein, parce qu'il est américain, mais si on le prononce en français, on dirait Arthur Rance. Ouais. Est-ce que tu as des questions sur cette partie? Hein, donc on a ce nouveau personnage, hein, qui arrive, donc Saint-Michel ici, masculin, Sainte Geneviève féminin, et on découvre donc un nouveau personnage. Merci beaucoup Gisèle. Alors Hélène, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Oui, merci. Enfin, savez-vous quand il y est venu pour la première fois? Oui, monsieur, il y a 9 ans. Il est donc venu en France il y a 9 ans, répondit Rouletabille. Et cette fois-ci, à votre connaissance, combien de fois est-il venu au Glandier? 3 fois. Quand est-il venu au Glandier pour la dernière fois, à votre connaissance, avant aujourd'hui? Une 8aine de jours, avant l'attentat de la Chambre jaune. Rouletabille demanda encore, cette fois-ci particulièrement à la femme, dans quelle rainure du parquet?
dans la rainure du parquet, répondit-elle. Merci, fit Rouletabille, et préparez-vous pour ce soir. Il prononça cette dernière phrase, un doigt sur la bouche, pour recommander le silence et la discrétion. Nous sortîmes du parc et nous dirigeâmes vers l'auberge du donjon. Vous allez quelquefois manger à cette auberge? Quelquefois. Mais vous prenez aussi vos repas au château? Oui, Larsan et moi, nous nous faisons servir tantôt dans l'une de nos chambres, tantôt dans l'autre. Monsieur Stangerson ne vous a jamais invité à sa table? Jamais. Votre présence chez lui ne le lasse pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il fait comme si nous ne le gênions pas. Comme si nous ne le gênions pas. Ne le gênions pas. Beaucoup de mots. Hein. Parfait. Il ne vous interroge jamais? Jamais. Il est resté dans cet état d'esprit de monsieur qui était derrière la porte de la chambre jaune. Pendant qu'on assassinait sa fille qui a défoncé la porte et qui n'a point trouvé l'assassin. Il est persuadé que du moment qu'il n'a pas pu, sur le fait, rien découvrir, nous ne pourrons, à plus forte raison, rien découvrir non plus, nous autres. Alors, tu vois, tu as prononcé un pas qu'il n'y a pas parce qu'en fait, c'est le ne rien. Oui, c'était, oui. Hein, négation complexe, du coup, il n'y a pas besoin du pas. Oui. Vas-y. Je suis... Alors, qu'il n'a pu, tu vois, rien découvrir. Rien découvrir, nous ne pourrons à plus forte raison rien découvrir non plus, nous autres. Mais il s'est fait un devoir, depuis l'hypothèse de Larsan, de ne point contrarier nos illusions. Rouletabille se replongea dans ses réflexions. Il en sortit enfin pour m'apprendre comment il avait libéré les deux concierges. Voilà, les deux concierges, hein, comme un concierge. Comment il les avait libérés? C'était parfait, Hélène, hein, merci beaucoup. Est-ce que tu as des questions? Oui, c'était en or, mais c'est déjà en couleur rose, mauve, rainure. Ah, la rainure du parquet. Alors, en fait, visiblement, cette femme a trouvé un indice, elle a trouvé quelque chose qui était coincé dans une petite entaille du parquet. Une rainure, c'est une entaille assez longue qui est faite à la surface de quelque chose, d'un objet. Là, c'est à la surface du parquet. Il y avait une rainure et elle a trouvé quelque chose. Je me souviens plus si on en a déjà parlé dans le texte, si c'est l'histoire... je me souviens plus, ou alors si on ne sait pas encore. Je sais plus ce qu'elle a trouvé dans la rainure du parquet. Peut-être que l'auteur ne nous l'a pas dit, ou alors peut-être qu'on l'a dit et que j'ai oublié. Je sais plus. Mais il y a un indice. Hein, elle a trouvé quelque chose qu'elle a confié à Rouletabille. Mais qu'est-ce que c'est? Là, ils le disent pas. Ok. Je sais plus. Et donc, c'est ça, une rainure. C'est une petite marque, une entaille faite à la surface d'un objet. Merci beaucoup, Hélène. De rien. Alors, Elena, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? On en était ici. Bonjour. Je suis allée dernièrement trouver Monsieur Stangerson avec une feuille de papier. Je lui ai dit d'écrire sur cette feuille ces mots. Je m'engage, quoi qu'il puisse dire, à garder mon service mes deux fidèles serviteurs, Bernier et sa femme, et de signer. Je lui expliquai qu'avec cette phrase, je serais en mesure de faire parler le concierge et sa femme, et je lui affirmai que j'étais sûre qu'il n'était pour rien dans le crime. Ce fut d'ailleurs toujours son opinion. Le juge d'instruction présenta cette feuille signée au Bernier qui alors parlèrent. Ils dirent ce que j'étais certain qu'ils diraient, dès qu'on leur enlèverait la crainte de perdre leur place. Ils racontèrent qu'ils braconnaient sur les propriétés de M. Stangerson et que c'était par
un soir de braconnage qu'ils se trouvèrent non loin du pavillon au moment du drame. Les quelques lapins qu'ils acquéraient ainsi, au détriment de M. Stangerson, étaient vendus par eux au patron de l'auberge du donjon qui s'en servait pour sa clientèle ou qui laissait couler sur Paris. C'était la vérité. Je l'avais deviné dès les premiers jours. Souvenez-vous de cette phrase avec laquelle j'entrais dans l'auberge du donjon. Il va falloir manger du Seigneur maintenant. Cette phrase, je l'avais entendue le matin même quand nous arrivons devant la grille du parc et vous l'aviez entendue, vous aussi, mais vous n'y avez point attaché d'importance. Vous savez qu'au moment où nous allions atteindre cette grille, nous nous sommes arrêtés à regarder un instant un homme qui, devant le mur du parc, faisait les 100 pas en consultant à chaque instant sa montre. Cet homme, c'était Frédéric Larsan, qui déjà travaillait. Derrière nous, le patron de l'auberge sur son seuil disait à quelqu'un qui se trouvait à l'intérieur de l'auberge. Maintenant, il va falloir manger du saignant. Parfait. Donc le saignant, c'est pour symboliser la viande rouge qui saigne. Ouais. C'était impeccable. J'ai juste noté une toute petite liaison ici. Qu'ils accueilleraient. Impeccable, parfait. Bravo Elena. Est-ce que tu as des questions sur cette partie du texte? Non, je connais le mot braconner. Eh oui, c'est ça. C'est une chasse furtive, on peut dire. Oui, c'est ça, et sans autorisation. Oui. Hein, c'est ça, donc que tu fais en cachette et de manière furtive, en quelque sorte, c'est ça. Et je crois que le mot renure nous l'avions vu dans en certaines parties du texte auparavant. Ouais, quel mot? Renure. La renure du parquet. Ah ok, oui, on l'avait peut-être déjà vu du coup au moment où on nous parlait de cet indice alors. Oui, je crois qu'on a oublié. Mais voilà, c'est complexe, une affaire complexe. Parfait, merci beaucoup Elena. C'est à toi. Alors on poursuit. Akio, est-ce que tu peux prendre la suite s'il te plaît? Alors on en était ici, hein. Voilà. Pourquoi maintenant, quand on est comme moi à la recherche de la plus mystérieuse vérité, on ne laisse rien échapper, ni de ce que l'on voit, ni de ce que l'on entend. Il faut à toute chose trouver un sens. Nous arrivions dans un petit pays qui venait d'être bouleversé par un crime. La logique me conduisait à soupçonner toute phrase prononcée comme pouvant se rapporter à l'événement du jour. Maintenant, pour moi, signifiait depuis l'attentat. Dès le début de mon enquête, je cherchais donc à trouver une corrélation entre cette phrase et le drame. Nous allâmes déjeuner au donjon. Je répétais tout de go la phrase et je vis à la surprise et à l'ennui du père Mathieu que je n'avais pas, quant à lui, exagéré l'importance de cette phrase. J'avais appris à ce moment l'arrestation des concierges. Le père Mathieu ne parla de ces gens comme on parle de vrais amis que l'on regrette. Liaison fatale des idées. Je me dis, maintenant que les concierges sont arrêtés, il va falloir manger du saignant. Plus de concierges, plus de concierges. Oui, là c'est la négation, tu as raison. Oui. Il n'y a plus de concierges. Plus de concierges et plus de gibier. Comment ai-je été conduit à cette idée précise de gibier?
la haine exprimée par le père Mathieu pour le garde de Monsieur Stangerson, haine, prétendait-il, partagée par les concierges, me mena tout doucement à l'idée de braconnage. Or, comme de toute évidence, les concierges ne pouvaient être dans leur lit au moment du drame. Pourquoi était-il dehors cette nuit-là pour le drame? Je n'étais point disposée à le croire, car déjà je pensais, pour des raisons que je vous dirai plus tard, que l'assassin n'avait pas de complice et que tout ce drame cachait un mystère entre mademoiselle Stangerson et l'assassin, mystère dans lequel les concierges n'avaient que faire. Parfait, impeccable, hein. Merci beaucoup Akio. Est-ce que tu as des questions sur cette partie? Ah oui, j'ai deux questions. Et manger du saignant, ici, saignant, c'est le nom, c'est un nom. En fait, on dit surtout de la viande saignante. Oui. C'est un peu bizarre, là, moi, je parlerai pas comme ça. Hein, on le dit plus aujourd'hui, le saignant, comme si c'était un nom. On dirait de la viande saignante ou de la viande rouge, mais on dirait plus du saignant. Aujourd'hui, tu utilises comme un adjectif, c'est une mode de cuisson du steak. Oui. J'aime manger mon steak saignant, ou je préfère qu'il soit à point, ou bien cuit, ou bleu. Voilà, donc aujourd'hui, on l'utilise uniquement dans ce sens-là. D'accord, c'est pour ça que je me pose cette question. Oui, tu as raison, tu as raison. Oui. Et aussi, dans ce texte, je vois beaucoup de négation, la forme négation nous point, mais aussi un peu ne pas. Donc, pourquoi dans ce texte, il utilise autant de nous point? Je comprends nous point, mais c'est un peu comme nous pas ici. Oui, alors effectivement, c'est vraiment là la marque. Le texte est daté. Hein, il a été écrit au début des années 1900 et c'est uniquement pour ça qu'il abuse un peu du point. Hein, là, c'est une référence au moment où le texte a été écrit. Donc, c'est pas tellement le fait que ce serait plus littéraire, ça l'est toujours. Hein, c'est aussi le signe d'une langue plus soutenue, plus littéraire. Mais là, c'est surtout le signe que le roman a été écrit en 1902-1903. Et donc, on le dirait plus du tout aujourd'hui, mais autrefois, c'était très commun, très courant de dire je n'en veux point, pour dire je n'en veux pas. Est-ce que tu veux d'autres steaks saignants? Oh, je n'en veux point. Aujourd'hui, on dirait j'en veux pas, en enlevant le nœud. Donc voilà, là c'est uniquement la marque voilà, qui fait que le texte est un peu daté. Et donc le pas, il a toujours existé, et le point faisait à l'époque plus soutenu, et donc il utilise les deux. Voilà, l'assassin n'avait pas de complice, là il utilise le pas. Mais c'est vraiment le style de l'auteur aussi. Aujourd'hui, hein, tu verrais plus du tout de points, tous les points seraient remplacés par des pas. À l'époque, hein, tu avais les deux qui coexistaient. Parce qu'il aurait aussi pu mettre un point ici. Hein, l'assassin n'avait point de complice. Mais merci. Malheureusement, je ne peux pas plus ou mieux te répondre. Ça va, merci beaucoup. Merci Akio. Je comprends bien. Alors Christy, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. L'histoire du braconnage expliquait tout relativement au concierge. Je l'ai mis en principe et je recherchais une preuve chez eux, dans leur loge. Je pénétrai dans leur maisonnette, comme vous le savez, et découvris sous leur lit des lacets et du fil de laiton. Les lacets, tu vois, les lacets, c'est sur tes chaussures, sur les baskets, hein, tu vas faire un nœud avec les lacets, tu peux avoir des lacets de différentes couleurs, donc les lacets. Donc, lacets et du fil de laiton. Parbleu,
pensai-je. Parbleu! Voilà bien pourquoi ils étaient la nuit dans le parc. Je ne m'étonnais point qu'ils se fussent tous devant le juge. Ouais, se taire, hein, c'est le verbe, c'est le subjonctif Oui. imparfait, voilà, se fussent tu. Ok. Se fussent tous devant le juge et que, sous le coup d'une aussi grave accusation que celle d'une complicité dans le crime, il n'est point répondu tout de suite en avouant le braconnage. Le braconnage les sauvait de la cour d'assises, mais le faisait le maître à la porte du château. Et comme ils étaient parfaitement sûrs de leur innocence sur le fait du crime, ils espéraient bien que celle-ci serait vite découverte et que l'on continuerait à ignorer le fait braconnage. Il leur serait toujours loisible de parler à temps. Je leur ai fait hâter leur confession par l'engagement signé de M. Stangerson que je leur apportais. Ils donnèrent toute preuve nécessaire, furent mis en liberté et concurrent pour moi en une vive reconnaissance. Et là, Consort, ça c'est consort. exactement. Ah, ok. Concevoir, consure. Consorant. Consure. Hein, c'est Ah pour oui. ça qu'on a le cédille. Consure. Pourquoi ne les avais-je point fait délivrer plus tôt? Parce que je n'étais point sûr alors qu'il n'y avait dans leur cas que du braconnage. Je voulais les laisser venir et étudier le terrain. Ma conviction ne devint que plus certaine à mesure que les jours s'écoulaient. Au lendemain de la galère inexplicable, comme j'avais besoin de gens dévoués ici, je résolus de me les attacher immédiatement en faisant cesser leur captivité. Et voilà. C'est que plus certaine ou plus certaine? Ma conviction ne devient que plus certaine. Et que plus certaine. Plus, ok. Plus, alors, plus certaine, parce que ici c'est un adjectif. Ok. La conviction est certaine. Certaine est adjectif, commence par une consonne, donc je prononce pas. Hein, j'aurais fait la liaison, donc ma conviction ne devint que plus certaine, en faisant bien sonner le féminin ici, certaine. Ok, Et ici, merci. la galerie. Galerie, ok. Impeccable, la galerie inexplicable. Merci beaucoup, Christy. Est-ce que tu as des questions sur cette partie? Le page loisible, je ne suis pas sûre, mais le premièrement en violette, je comprends. Le loisible, effectivement, c'est il est loisible de, il est permis de, il est possible de, il est permis de, il est loisible de. On l'emploie maintenant plutôt dans un registre soutenu. Hein, on l'emploie pas très souvent. Il leur sera toujours permis de. Hein, on dirait permis, on a un peu oublié loisible. Et donc parbleu, effectivement, une interjection hein, qui vient de Dieu. Donc c'est un juron. Ok. C'est comme alors, non? Alors. Parbleu, c'est plutôt oh mon Dieu, tu vois, mon Dieu, une sorte de juron. Et souvent les jurons évoquent certains termes religieux. Et parbleu, donc ça vient du mot Dieu. Mon Dieu ou enfin là en fait c'est plus dans il se rend compte oui on pourrait dire aussi alors hein, alors puisque c'est une déduction hein, il vient de comprendre quelque chose donc tu as raison on aurait pu choisir aussi alors finalement et on avait aussi plus haut je crois tout de go hein, répéter tout de go quelque chose locution adverbiale directement sans préambule hein, c'est immédiatement tout de go. Parfait, merci Christy.
Alors, Donatella, est-ce que tu peux prendre la suite? Pardon, je dis, tout de go, on l'utilise encore aujourd'hui. Oui, ça, oui, tout de go, tout de go, oui. Ça n'a pas, Ok. c'est pas désuet, tout de go. On Ok. utilise un tout de go, il a fait telle chose. C'est-à-dire immédiatement, sans rentrer dans de Oui, longues oui. explications, il l'a fait tout de go. Merci. Ouais. Mais tu as S'il raison de vous poser la plaît. question parce que loisible, bon, on l'utilise plus trop, c'est pas trop la peine de retenir. Enfin, on peut le lire, le trouver dans des ouvrages, mais tout de go, ouais, on l'utilise encore. Alors, Judith, s'il Donatella, te plaît, oui, je voudrais poser une question. La cour d'assises, c'était où? au milieu de la Éviter page la, ouais, 331. éviter la cour d'assises, c'est ça? Alors, en Le fait, braconnage est sauvé de la cour d'assises. oui, parce qu'en fait, ils risquent, s'ils avouent qu'ils font du braconnage, ça va leur éviter la cour d'assises. La cour d'assises, c'est le procès, la cour qui se réunit et ils vont être accusés d'assassinat sur la personne de mademoiselle Stangerson. Ça, c'est un crime qui passe en cour d'assises avec un magistrat, des jurés, un grand procès et ils risquent, à l'époque, la peine de mort peut-être. Donc la cour d'assises, c'est la justice qui se réunit pour juger d'un crime. Tous les crimes ne sont pas jugés en cour d'assises, c'est en fonction de la gravité du crime. Et la cour d'assises, c'est la cour la plus importante où tu juges les crimes les plus graves. Et donc elle est présidée par un magistrat. Tu auras des avocats et des jurés qui seront convoqués pour donner leur avis aussi, voter. Et donc, Comme dans un tribunal. pardon? Comme dans un tribunal. Exactement, exactement. C'est le tribunal, le procès au tribunal. C'est ça. La cour d'assises, c'est dans un tribunal, c'est le tribunal. Merci. Je t'en prie. Mais d'ailleurs, c'est bizarre que ça soit écrit comme ça. Attends, je suis en train de me rendre compte qu'on dit assise, pas attends, comment on dit? C'est bizarre cette écriture. Cour d'assises. Hop, attends. Cour d'assises. Il y a un S en trop pour moi. Oui, oui, c'est ça. Tu vois, il y a une erreur. J'avais pas remarqué parce que je lis le mot sans faire attention et ça a dû être bien prononcé. On dit bien cour d'assises. Hein, c'est la cour d'assises. Donc qui va juger des crimes qui sont les infractions les plus graves. C'est mal écrit. Donc ici, attention, il y a un seul, je vais ajouter une note au texte. On écrit une cour d'assises. Hein, avec deux S au début et puis un seul S après. Il y a une erreur ici, hein, il y a un S en trop. Donc merci Eduardo, tu as réussi, tu as mis le doigt sur une erreur je pense que c'est une coquille hein, dans le texte, mais c'est bien la cour d'assises. Donatella. Bonjour. On y va. Merci à toi. Et donc on était donc consur, hein, c'était concevoir. Et voilà. Ainsi s'exprima Joseph Rouletabille et je n'ai pu que m'entonner encore de la simplicité des raisonnements qui l'avaient conduit à la vérité dans cette affaire de la complicité des concierges. Certes, l'affaire était minime, mais j'ai pensé à part moi que le jeune homme, un de ces jours, ne manquerait point de nous expliquer, avec la même simplicité, la formidable nuit de la chambre jaune et celle de la galerie inexplicable. Nous étions arrivés à l'auberge de Donjon. Nous entrâmes. Cette fois, nous ne vîmes point l'hôte, mais ce fut l'hôtesse qui nous accueillit avec un bon sourire heureux. Heureux. Heureux.
Heureux. Heureux. Alors, heureux. Heureux. Parfait. J'ai déjà décrit la salle où nous nous trouvions et j'ai donné un aperçu de la charmante femme blonde aux yeux doux qui s'est mis immédiatement à notre disposition pour le déjeuner. Alors, la blonde, Blonde, parfait, immédiatement. Tu vois ici, la nasale tombe aussi parce que j'ai une voyelle après les deux M. Donc, c'est plus le 1, mais le I. Immédiatement. Immédiatement à notre disposition pour le déjeuner. Parfait. Comment va le père Mathieu demanda Rouletabille. Guère mieux, monsieur, guère mieux. Il est toujours au lit. Ses rhumatismes ne le quittent donc pas? Et non, j'ai encore été obligé la nuit dernière de lui faire une piqûre de morphine. Il n'y a que cette drogue-là qui calme ses douleurs. La nuit dernière. Dernière. C'est féminin. Oui. Elle parlait d'une voix douce. Tout en elle exprimait la douceur. C'était vraiment une belle femme, un peu indolente, aux grands yeux cernés, des yeux d'amoureuse. Le père Mathieu, quand il n'avait pas de rhumatisme, devait être un heureux gaillard. C'était parfait, gaillard. Heureux gaillard. Gaillard. Et ici, la liaison quand-il. Quand-il, avec un T, quand-il. Mais elle était-elle heureuse avec ses rhumatisants borous? Voilà, et là, tu vois, la liaison, elle est obligatoire. Était-elle? Était-elle heureuse avec ses rhumatisants borus? La scène à laquelle nous avions précédemment assisté ne pouvait nous les faire croire et cependant il y avait dans toute l'attitude de cette femme quelque chose qui ne dénotait point le désespoir. Très bien, et donc toute l'attitude. Toute l'attitude. Impeccable. Ouais, merci Donatella. Merci. Et donc, au début, il y avait un je pensais, hein, que tu prononçais un peu comme pincer, un penser. Je pensais. Penser. Ah, parfait, impeccable. Est-ce que tu as des questions sur cette partie? Non, c'est clair. Alors, j'avais noté indolente. Être indolente, c'est éviter de se donner de la peine. Hein, être un peu mou. Être indolent, l'indolence. Très bien. Alors, Kayla, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît? On était ici. Alors, bonjour. Elle disparut, c'est là? Oui. Ah, d'accord. Elle disparut dans sa cuisine pour préparer notre repas. Nous laissons sur la table une bouteille d'excellent cidre. Rouletabille nous en versa dans des bols, bourra sa pipe, s'allume et tranquillement m'expliqua enfin la raison qu'il avait déterminée à me faire venir au Glandier avec des revolvers. Voilà, et donc l'alluma. Il bourra sa pipe, l'alluma. D'accord. Qu'est-ce que je dis? S'allumer, s'allumer ou quelque chose comme ça. D'accord. Oui, dit-il, en suivant d'un œil contemplatif les volutes de la fumée qu'il tirait de sa bouffarde. Oui, cher ami, j'attends ce soir l'assassin. Il y eut un petit silence que je ne garde d'interrompre et il reprit. Hier soir, au moment où j'allais me mettre au lit, Monsieur Robert Darzac
frappa à la porte de ma chambre. Je lui ouvris et il me confia qu'il était dans la nécessité de se rendre le lendemain matin, c'est-à-dire ce matin même, à Paris. La raison qui le déterminait à ce voyage était à la fois péremptoire et mystérieuse. Péremptoire puisqu'il lui était impossible de ne pas faire ce voyage et mystérieuse puisqu'il lui était aussi impossible de m'en dévoiler le bout. Je pars et cependant, ajouta-t-il, je donnerai la moitié de ma vie pour ne pas quitter en ce moment mademoiselle Stangerson. Il ne me cache point qu'il la croyait encore une fois en danger. Il surviendrait quelque chose la nuit prochaine, que je ne m'en étonnerai guère, avouait-il, et cependant il faut que je m'absente. Je ne pourrai être de retour au Glandier qu'après demain matin. Je lui demandai des explications et voici tout ce qu'il m'expliqua. Cette idée d'un danger pressant lui venait uniquement de la coïncidence qui existait entre ses absences et les attentats dont mademoiselle Stangerson était l'objet. La nuit de la galerie, inexplicable. Il avait dû quitter le Glandier. La nuit de la chambre jaune, il n'aurait pu être au Glandier, et de fait, nous savons qu'il n'y était pas. Du moins, nous le savons officiellement, d'après ses déclarations. Pour que, chargé d'une idée pareille, il s'absentait à nouveau aujourd'hui. Il fallait qu'il y obéisse à une volonté plus forte que la sienne. Parfait. Merci beaucoup, Kayla. J'ai juste noté le but, dévoiler le but. D'accord. Ça fait partie de ce fameux T consonne finale qu'on va prononcer, alors que d'habitude on ne le prononce pas. Un but, avoir un but. Et donc il ne me cacha point. C'était juste, j'étais pas sûre d'avoir bien entendu le passé simple. Moi je sais plus où il est, le cacha, mais c'était le A de cacha point. Mais c'était parfait. Oui. Est-ce que tu as des questions sur cette partie? Non, je pense pas. Parfait. Alors, vous voyez, on n'a pas tout lu puisqu'il nous reste quand même 10 pages, non, plutôt 20 pages à lire. Donc, je vous encourage à les lire avant la semaine prochaine puisque on reprendra à la page 356. Donc, c'est important pour pas être perdu que vous puissiez parcourir ces pages où voilà, il parle de Monsieur Darzac, du lien qu'il a avec Mademoiselle Stangerson et du fait que voilà, alors on peut regarder déjà dans le vocabulaire que j'avais noté, répondre à U et à dia. Alors ça, par rapport à la question de Gisèle tout à l'heure, autant on dit tout de go, autant AU et ADIA, on le dit plus trop aujourd'hui. Je vous le mets dans le chat. AU et ADIA, ça veut dire de façon incohérente, contradictoire, et ça s'inspire des cris des charretiers avec leurs bêtes. Donc ceux qui conduisent les charrettes et qui ont des bêtes de somme, des chevaux, et ils vont leur crier des ordres pour aller soit à droite, soit à gauche pour avancer. Et donc ils vont dire U ou AU et ADIA. Ben, voilà, avec l'automobile aujourd'hui, on l'utilise moins, cette expression. Donc elle est un peu désuète. Alors là, on a un verbe aussi extraordinaire. Il insista pour que j'organisasse. Alors là, plus jamais on l'utilise ça. J'organisasse. Donc ça, c'est le subjonctif imparfait. Aujourd'hui, on utilise surtout le subjonctif présent et le subjonctif passé. Mais on a un peu arrêté le subjonctif imparfait. En tout cas, à l'oral, on l'utilise plus du tout. Être rebuté par quelque chose, c'est être dégoûté. Ça me rebute, ça me dégoûte.
Et quelque chose qui est latent, un assassinat latent, hein, c'est qui reste caché, qui ne se manifeste pas, qui couve, c'est-à-dire qu'elle court un grand danger, mais on sait qu'il va se produire quelque chose et ils sont dans l'attente. Après, il y a être ingambe, c'est être, ça vient de l'italien, hein, c'est être alerte, dispo, valide, gaillard. Et là, le père Mathieu, lui, il est alité, hein, le contraire, c'est être alité. Alors là, ça m'a un petit peu étonné, ce verbe lutiner. Rouletabille lutina un peu Madame Mathieu. J'ai pas compris l'emploi de ce verbe parce que lutiner, c'est poursuivre une femme de ses baisers, de ses caresses et de taquineries galantes. Je vois pas du tout Rouletabille lutiner Madame Mathieu parce que c'est quand même une femme mariée. Donc généralement, les femmes mariées, on ne les lutine pas. Donc il y a peut-être un sens un peu désuet, un peu ancien de ce verbe. Donc ne le retenez pas parce que voilà, l'emploi est particulier ici, hein. J'étais un peu perplexe. Et après, il n'y a pas tellement d'autres difficultés. Faire quelque chose de façon flegmatique. Et alors l'adverbe, hein, est compliqué, flegmatiquement, hein, avec flegme. Et donc le flegme, hein, c'est une sorte d'impassibilité et de calme. Je vous le copie aussi. Et voilà, après, je crois qu'il y avait... Ah oui, un commensal. Donc ça nous vient du latin, commensal, commenso au pluriel. Donc formé de com avec et de mensa table. Donc le commensal, c'est le convive, celui avec lequel on va partager un repas. Hein, on partage un repas avec un commensal. Donc c'est un mot quand même un peu particulier qu'on peut entendre encore dans certaines circonstances, mais qui n'est pas très fréquent, le commensal. Vous voyez, très littéraire. Donc si vous voulez épater vos amis, vous pouvez employer ce mot. Aujourd'hui, on préfère convive. Et voilà, alors ouais, une expression intéressante. On peut l'entendre encore aujourd'hui, être grand clair ou ne pas être grand clair. Donc c'est une très ancienne expression. Ça signifiait être très instruit, être très savant, puisque au XIe siècle, le clerc désigne un membre du clergé, hein, c'est la même famille de mots. Et ben, c'était les membres du clergé qui étaient les plus instruits parmi la population. Hein, c'est eux qui savaient lire, écrire, alors que les gens ne savaient pas tellement. À l'époque, c'était pas répandu. Donc, démêler les chevaux, une autre expression qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est un écheveau, c'est un assemblage d'événements, d'éléments embrouillés. Et on va s'employer à mettre tout au carré, hein, démêler les choses, les indices. Et après, pas de difficulté, je crois. Ah oui, répugner à faire quelque chose. Hein, on parlait tout à l'heure de répulsion aussi, hein, c'est éprouver de l'aversion à faire quelque chose. Avoir de l'aversion, répugner à, hein, avec la préposition à, c'est pour ça qu'on a le y ici. Je répugnais à faire je sais pas quoi, j'y répugnais. Et je crois que c'était tout. Voilà, on avait jusque-là à lire. Alors n'hésitez pas, hein, à poursuivre cette lecture de votre côté. Vous pourrez me poser les questions, hein, la semaine prochaine si vous avez eu des difficultés sur un passage et on pourra prendre le temps d'y revenir ensemble. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Non, pas pour l'instant.